Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire en série où je reçois à nouveau avec un grand plaisir, un grand bonheur Claire Edeg-Amassou. Bonjour Claire. Bonjour Nicolas. Alors Claire, vous étiez venue nous présenter en 2022 la série Hippocrate. On va aujourd'hui parler sur une autre thématique, mais je vais vous représenter pour celles et ceux qui ne vous auraient pas écouté dans la précédente émission. Vous êtes maîtresse de conférences en sciences de gestion à l'Université Paris-Est Créteil. Vous êtes rattachée au laboratoire Institut de recherche en gestion IRG. Et puis vous êtes notamment avec Mathias Firlas qui est déjà intervenu dans le podcast plusieurs fois. Vous êtes à l'origine d'un colloque qui se tient en cette fin de mois de mars 2023 autour justement de management en série, et on va en parler, on va en reparler énormément parce que ce colloque va faire parler de lui et on diffusera de larges extraits en tout cas où les personnes qui interviendront seront diffusées sur le podcast Histoire en série. On vous tient au courant. Aujourd'hui, vous allez nous parler d'une petite série, on va dire d'une web série qui s'appelle 18h30. Alors peut-être pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas, est-ce que vous pourriez commencer par en faire la présentation et le pitch, Claire? Oui, tout à fait, merci. 18h30, c'est une web série de 2 saisons dont la première saison a été diffusée à partir de septembre 2020 sur Arte. Alors je dis a été diffusée, mais elle est encore en cours. C'est pour ça que j'ai un peu pressé pour dire ça serait bien qu'on fasse un podcast rapidement parce qu'elle ne sera plus accessible à partir du 27 mai de cette année. Mais donc ça fera 2 ans et demi, 3 ans qu'elle est en ligne sur donc arte.tv. Et sa deuxième saison a commencé à être diffusée il y a un an, il y a pile un an, 28 mars 2022, et elle restera un peu plus longtemps. Alors cette web série, c'est une web série constituée de courts épisodes, puisque ce sont des épisodes de 5 à 9 minutes, 22 épisodes par saison, et qui a comme caractéristique de se passer toujours dans le même lieu. Et ce lieu, en fait, c'est un lieu qu'on voit rarement ou uniquement de passage dans la plupart des fictions audiovisuelles, puisque c'est le lieu de transition entre la sortie du bureau et l'arrêt de bus pour 2 personnages en saison 1, que sont Eric et Mélissa. Et en saison 2, alors je vais être obligée de divulgacher un peu, mais de toute façon, c'est complètement en ligne, et c'est aussi tout l'intérêt, je trouve, même si on connaît l'histoire enfin, si on connaît l'essentiel, de découvrir ensuite ce que les créateurs en ont fait. En saison 2, en fait, on va rentrer cette fois-ci dans les échanges entre Arnaud et Judith, qui sont les comédiens qui jouent Eric et Mélissa. Donc, c'est une série qui a été créée par Sylvain Gouverneur et Maxime Chamou, et dont les 2 principaux comédiens, donc Eric et Mélissa en saison 1 et Arnaud et Judith en saison 2, sont Pauline Etienne et Nicolas Grandhomme. Donc, Pauline Etienne a notamment été connue pour un rôle dans Le Bureau des légendes. Et donc, le pitch de la première saison, c'est cette transition entre 18h30, la sortie de bureau, Eric et Mélissa se rejoignent. Alors là, je vais essayer de pas trop divulgacher, mais justement avec une relation qui part sur des bases un peu compliquées. Et ils vont comprendre rapidement que en fait, ça va se passer un peu comme ça tous les jours, puisqu'ils ont les mêmes horaires et ils font le même morceau de trajet jusqu'à leur arrêt de bus. Et on va rentrer en fait dans les échanges entre des personnes qui sont, alors pas tout à fait collègues, mais un peu quand même, parce que, alors je dis pas collègues parce qu'ils sont pas dans le même service, mais ils sont dans la même entreprise, et ils ont beaucoup de différences. Donc c'est une série qui soulève en fait la question de l'altérité. C'est une série qui est fondée en fait sur le cœur des 2 saisons, c'est la question de la relation potentiellement amoureuse en fait, et de la relation de couple, naissante ou pas, ou finissante. Mais moi, en fait, ce qui m'a intéressée, et d'ailleurs, j'en profite pour remercier, alors elle ne me connaît pas, mais Dorothée Barba, et elle me connaît, mon amie Sophie, parce que c'est par Dorothée Barba sur France Inter que j'ai entendu parler de la saison 1, et c'est par mon amie Sophie en décembre dernier que j'ai appris qu'il y avait une saison 2.
Et donc, ce qui m'intéresse dans cette série, c'est ce que ça dit du travail et des relations de travail, de ce qui s'y fait, de ce qui s'y fait pas, de ce qui peut, en dehors du travail, dans les échanges informels, permettre de, de rendre plus efficace parfois certaines choses au travail ou au contraire de comprendre ce qui n'y marche pas. Et en particulier en saison 2, il y a un événement, alors la série est plutôt entre la mélancolie et l'humour, mais il y a un événement dramatique, réellement dramatique, puisque c'est un accident du travail mortel qui est signalé et qui fait l'objet de différents éléments scénaristiques dans la série, donc dans la saison 2, et qui dit beaucoup de choses en fait sur les questions de qualité du travail. Et donc c'est ce qui m'a accroché un peu l'œil et l'oreille. Alors j'ai peut-être commencé à anticiper un peu hein, sur les thèmes qui m'ont intéressé, mais pour revenir et essayer d'être vraiment clair sur comment est constituée cette web-série et pourquoi il faut absolument l'écouter. Alors déjà, première raison, parce que chacune des saisons fait moins de 2 heures. Donc je trouve ça plutôt pas mal de savoir que quand on s'engage dans la série, on ne va pas y passer trop de temps. D'autant que c'est une série qui en plus valorise cette question parfois du temps où on ne fait rien, du temps où on ne parle de rien, des silences. Et donc en très peu de temps, je trouve que ça soulève des questions vraiment, éventuellement d'ailleurs métaphysiques intéressantes. Donc saison 1, on est sur cet échange et cette relation enfin, naissante et qui se construit au fur et à mesure entre ces deux personnages. Donc j'en dis pas plus sur les deux personnages parce que je développerai après sur la question de la parole et qui travaillent tous les deux dans la même entreprise. Et saison 2, donc c'est deux comédiens dont au début on ne sait rien sur la relation, mais c'est l'évolution de la relation de ces deux comédiens et leur quotidien dans leur travail pour cette série qui est bel et bien, hein, parce que ça je ne l'ai pas dit, mais en saison 2, donc en fait, on relie la saison 1 à travers la relation entre les comédiens Arnaud et Judith et leurs interactions avec l'équipe de tournage. Claire Edet, vous êtes spécialiste du travail, on en avait déjà parlé pour Hippocrate, on y reviendra après, mais j'aimerais peut-être en première thématique, vous venez de l'aborder hein, un tout petit peu, qu'on revienne sur la question de la parole, parce que c'est relativement intéressant, et à travers cette thématique, j'aimerais que vous nous présentiez les spécificités de la série, alors notamment une série qui est basée, vous l'avez dit hein, depuis le début, sur le dialogue, ça c'est la première chose, et puis la deuxième, épisode court, qui ne fonctionne que sur des plans séquences. Ça aussi, c'est vraiment sur la question du montage, c'est quelque chose de très spécifique, mais qui donne une certaine saveur à la série. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, justement, Claire, sur la question de la parole? Alors, sur la parole, je vais me référer à une publication récente, c'est parce que le 1 Hebdo a fait un numéro sur la parole, justement, là, au tout début du mois de mars, hein, qui s'intitule Je te parle, moi non plus. Je pense notamment à l'occasion de l'inauguration du Centre des Arts de la Parole par Gérald Garouti. Euh, Gérald Garouti, qui est un metteur en scène, dramaturge, écrivain, traducteur, qui a écrit une sorte de manifeste hein, qui s'appelle Il faut voir comme on se parle, un manifeste pour les arts de la parole. Et dans ce numéro, il y a notamment un entretien avec Béatrice Fracchiola, une linguiste, autour de la question de la violence et de la parole. Et en fait, cette série, elle met en scène les vertus du dialogue entre des personnes qui, euh, à la base, n'auraient pas forcément grand-chose à se dire, puisque ces deux personnages, Eric et Mélissa, ils sont dans la même entreprise, certes, mais on pourrait presque dire que ça s'arrête là, puisque sinon tout les sépare. Et la vertu de la parole, comme c'est souligné dans ce fameux numéro du hebdo, c'est justement d'assumer l'altérité et d'être en capacité de la reconnaître et de grandir chacun en la respectant. Et alors tout les sépare parce que d'abord on a un homme, une femme jeune, un homme un peu plus âgé, une femme qui vient d'arriver, c'est son premier jour dans l'entreprise au début de la saison 1, et un homme qui lui, a 13 ans d'ancienneté et visiblement a connu un peu des grands changements de cette entreprise. Et puis assez rapidement, en fait, dès le premier dialogue, on apprend enfin, on comprend qu'ils ne sont pas tout à fait sur la même longueur d'onde sur différents sujets, et y compris, enfin voilà, dans les divergences, dans ce qui les différencie, au-delà de cette question générationnelle, il y a y compris une certaine vision de la société. On comprend en creux que lui serait plutôt de gauche, elle plutôt de droite. Enfin, voilà, en très peu d'échanges, on pose un,
des éléments d'altérité. Et puis progressivement, contraint par ce trajet, hein, puisque c'est vraiment ce qui est vraiment mis en scène, c'est l'idée que bah, ils n'ont pas spécialement envie de se parler à la base, mais ils se sentent obligés. Et d'ailleurs, ils vont essayer parfois de trouver des moyens de l'éviter, mais ils vont finir par on va dire par prendre goût, ou en tout cas par accepter ces modalités d'échange, bah, ils vont se découvrir des points communs, des pratiques culturelles, hein, l'écoute de podcasts, la lecture. Et ils vont donc construire cette relation qui parfois est faite de tensions, et on le voit dans les deux saisons, hein, avec des relations de base qui sont différentes, et, mais toujours quand même relativement dans le respect. Donc je trouve que c'est vraiment une série qui valorise cette idée de la parole qui est en soi une action, puisque en fait la seule action de la série, c'est bien le dialogue, c'est bien ce qui se dit entre les personnes. Donc ça rejoint ce que dit justement Béatrice Fracchiola, qu'elle défend la théorie des actes de langage de John Austin, qui n'est pas du tout dans mon domaine, mais je trouvais ça intéressant. Et donc elle défend cette théorie qui dit que justement le langage et la parole est un acte qui agit, et donc qui a une fonction performative dominante en fait du langage. Les seules actions qui ne sont pas du langage, elles sont hors champ en fait. En y repensant, je me suis rendu compte que dès le début de la saison 1, on a une action, on va dire physique, puisque Eric va faire quelque chose pour aider Mélissa, mais ça se passe hors champ. Et, et en revanche, dans le champ, on l'a à un moment donné seul qui est en train de finir un dialogue parce que Mélissa est partie plus vite que prévu rejoindre son bus, et donc il essaye de finir d'expliquer pourquoi il aime un livre alors qu'elle n'est plus là, montrant ainsi que finalement la parole n'a pas de sens évidemment si on n'a pas d'interlocuteur, et que c'est bien l'échange qui permet de construire quelque chose. D'un point de vue, on va dire, de la production des séries télé et de l'évolution, on va dire, des, euh, de la construction de ces séries, j'ai trouvé que, enfin, j'ai mis un temps d'ailleurs à me rendre compte qu'il y avait vraiment une résonance avec le walk and talk qui a été enfin, nommé et rendu connu notamment par la série À la Maison Blanche de Aaron Sorkin, et par son réalisateur Thomas Schlam. Le walk and talk étant une, un- une modalité de scénarisation d'un échange qui montre à la fois qu'on a affaire à des personnes qui sont très occupées et qui donc sont obligées d'utiliser des moments où un personnage passe dans un couloir pour utiliser ce temps pour résoudre un problème, et qui permet aussi de passer d'une scène à une autre, d'un lieu à un autre, souvent encadrant sur vraiment les personnages et leur visage et leurs échanges, et dans un style qui est plutôt rapide, plutôt intense. Et là, en fait, on a une série française qui crée quelque chose qui répond un peu au walk and talk, qu'on pourrait appeler le marcher et donc se parler, puisque c'est la contrainte du chemin. Donc, ils n'ont pas cherché à se voir et à se parler, ces deux personnages, Eric et Mélissa, mais il se trouve qu'ils doivent le faire. Et de ce fait, ils finissent par accepter la présence de l'autre, et par accepter aussi parfois les silences, les divagations, le fait de parler de choses euh, pas forcément utiles, efficaces, ayant un sens dans le travail, même si ces éléments-là ont aussi leur place. Et je trouve ça intéressant parce que ça résonne, je pense, de façon extrêmement forte, et c'est ce que voulaient les créateurs, avec la réalité de la vie au travail et hors travail. C'est-à-dire que même si on a le sentiment d'être de plus en plus dans des temps contraints, et, euh, et où chaque moment doit viser une efficacité, il reste, et je pense que cette série nous amène aussi à nous dire que bah, ce sont des choses et des moments précieux. Il reste toujours ces moments où ben, on attend, on est avec l'autre, et on fait ce qu'on appelle du small talk en français, je ne sais plus comment on le dirait, mais on bavarde, quoi, en fait. Et que finalement, dans ces bavardages, à un moment donné, il y a des choses qui se passent d'un point de vue personnel, intime, mais aussi potentiellement d'un point de vue sur le plan professionnel. Et donc, je trouve que, voilà, que cette série,
en peu de temps finalement, et c'est ça que je trouve bien aussi, peu de temps, peu de moyens, je pense qu'on peut le souligner aussi, enfin, je ne connais pas le budget, mais on voit bien que bah, c'est un cadre extérieur qui sert à la mise en scène, qui a peu de comédiens, même s'il y en a plus en saison 2 qu'en saison 1. Bah, elle soulève un grand nombre de questions. Et, et d'ailleurs, puisque j'ai souligné hein, l'interview de Béatrice Fraquela sur comment désamorcer la violence, en fait, en fond de la saison 1 et donc de la saison 2, hein, puisque comme j'ai dit, la saison 2 montre la construction de la saison 1 par une autre fiction. Donc ces comédiens qui sont les comédiens de la saison 1. En fait, on apprend qu'elle se déroule fin 2015, début 2016, puisque plusieurs événements tournent autour du 13 novembre. Et donc la question enfin, de la violence et de la violence présente dans le quotidien, potentiellement ici ou ailleurs, et de la façon dont ça peut résonner dans les vies et des effets que ça peut avoir éventuellement aussi dans le travail, est présente de cette façon-là. Donc violence terroriste pour la saison 1. Et en saison 2, en fait, plutôt violence du travail, en fait, hein, même si ça reste une comédie et c'est tourné d'une façon vraiment extrêmement subtile parce que euh, enfin, c'est terrible à dire, mais ils arrivent à nous faire rire autour d'un événement dramatique qui est donc un accident du travail mortel qui est dû à un choix de la réalisatrice de la série qui, à un moment donné, demande aux techniciens de construire une tour et un des techniciens fera une chute de cette tour et on a un épisode autour du, euh, du, du corps de ce technicien décédé donc, aux pompes funèbres. Donc vraiment, en très peu de temps, cette série soulève des sujets extrêmement profonds et elle les traite vraiment de façon très subtile. Alors, pour aller de façon plus proche sur mes sujets de recherche, il y a par exemple la question de l'implication au travail, dont on parle de plus en plus aujourd'hui autour des questions enfin, des termes de démission et autres, et qui est soulevée en très peu de mots, mais de façon extrêmement subtile et efficace. Claire Hedel, justement, dites-nous un peu plus sur cette question du travail, parce que c'est dans vos thématiques de recherche, et vous l'avez dit, hein, cette mini-série nous présente bien cette idée-là. Oui, alors cette mini-série, elle parle en fait, elle commence d'ailleurs sur la question de la qualité du travail, puisqu'en fait le premier échange, alors c'est d'autant plus intéressant que dans la construction, on a ce premier échange au tout début de la saison 1, bien sûr, et la saison 2 commence avec ce même échange, sauf que il va être interrompu par le fait que on va comprendre qu'on est sur le tournage de cet échange. Donc ce premier échange, en fait, il est entre Mélissa, dont c'est le premier jour, et Eric, qui est là depuis 13 ans. Et Mélissa essaye de comprendre enfin, et a du mal à comprendre pourquoi on ne peut pas appeler directement un interlocuteur, qu'il faut passer par une sorte de plateforme et par un système qui lui semble un peu compliqué. Et Eric lui explique que c'est comme ça depuis 13 ans et qu'effectivement, il ne comprend pas pourquoi on continue comme ça alors que ça n'a pas l'air très efficace. Et Mélissa exprime sa surprise. Donc, on est autour de un problème de qualité du travail avec cette phrase, et donc là, ça va renvoyer au problème des difficultés du travail, cette expression plutôt de Mélissa qui est mais c'est complètement contre-productif, et qui en saison 2, dont on apprendrait en saison 2 qu'en fait c'était originellement mais c'est particulièrement contre-productif, mais que la comédienne Judith n'arrivait pas à dire le particulièrement contre-productif. Donc on peut se dire que finalement, la façon dont était écrite cette phrase était elle-même aussi particulièrement contre-productive puisqu'elle empêchait la comédienne de la prononcer. Pour revenir sur cette question de qualité du travail, elle revient vraiment à plusieurs moments, souvent sur des aspects alors, qui sont nommés process, c'est-à-dire la façon dont il est prescrit par l'organisation de faire les choses qui peuvent être perçues, c'est ce qu'on entend en tout cas dans le discours de Mélissa, comme empêchant en fait de faire du travail de qualité. Et là, on est vraiment au cœur des travaux en ergonomie ou en clinique de l'activité sur ce qui fait le travail et ce qui fait la difficulté de bien faire son travail, c'est-à-dire parfois l'absence d'espace pour délibérer sur les bonnes façons de travailler et de pouvoir remettre en cause des process. Ce qui est dit dans ce tout petit dialogue du début de la saison 1, c'est ça. C'est Mélissa qui découvre que c'est comme ça qu'il faut faire et qu'on ne peut pas faire autrement pour joindre un interlocuteur.
et qui finit par renvoyer à Eric, qui dit, bah oui, c'est comme ça, et c'est vrai que c'est pas efficace, mais ça a toujours été comme ça depuis que je suis là. Et elle lui renvoie le 13 ans quand même, c'est-à-dire, donc depuis aussi longtemps, tu es d'accord pour dire que c'est pas efficace, et visiblement, c'est pas remis en cause. Et ce qu'on a derrière, c'est aussi la question du lien à l'organisation. C'est-à-dire que malgré ça, malgré toutes ces choses parfois contre-productives, inefficaces, qui empêchent de bien avancer, ben, il y a un attachement à l'organisation. En tout cas, c'est le discours que tient Eric, qui, dès le début, en fait, essaye de convaincre Mélissa que c'est bien, ça serait bien qu'elle s'accroche, il y a des perspectives pour elle, c'est une bonne boîte. Ouais, c'est l'expression qu'il utilise et qu'on peut, enfin, qui peut renvoyer à des choses qu'on peut entendre par ailleurs. Et cette question de vouloir rester et pourquoi, et faire des efforts pour rester, pour continuer d'être lié à cette organisation ou pas, elle va revenir tout au long de cette saison 1. Alors, moins en saison 2. En saison 2, on va plus avoir en creux, découvrir ce qui, non pas empêche le travail, mais ce qui le rend difficile, le travail de comédien cette fois-ci. Parce que dès le début, on a des éléments sur le fait que que jouer, c'est faire semblant et c'est donner une apparence, une illusion qui masque des difficultés qui peuvent être vécues de façon intense, y compris physique, par les comédiens. Par exemple, des problèmes de sommeil, voire des problèmes physiques, c'est signalé dans tout un épisode, à force d'avoir marché, d'avoir les pieds en sang parce qu'on a dû utiliser certaines chaussures, et évidemment de ne pas devoir le montrer à l'écran. Mais quelque part, ces éléments-là, à saison 2, ils sont présentés comme faisant partie du métier, donc une façon de montrer finalement ce qui est méconnu hein, dans le métier de comédien, et, euh, et non pas pour faire s'apitoyer sur ce sort-là, mais pour dire, bah voilà, en fait, derrière ce qu'on voit, il peut y avoir des choses comme ça. Euh, alors que en saison 1, ou à travers cette histoire, hein, enfin, cet accident hein, du technicien en saison 2, on a vraiment on a vraiment le doigt qui est mis sur l'empêchement, l'empêchement du travail, les atteintes à la qualité et tout ce qui peut rendre parfois les choses compliquées au travail. Et à côté de ça, il y a aussi en filigrane toute la question, je l'ai déjà un peu évoqué, du lien, de l'implication, de pourquoi est-ce qu'on veut continuer à cet endroit-là, quel lien est-ce qu'on a avec ses collègues. On découvre par exemple que Eric et son chef, enfin que le chef d'Eric n'a pas son numéro de portable alors que ça fait 8 ans qu'il travaille avec lui, alors que Eric et Mélissa, visiblement, après quelques jours, ont déjà commencé à échanger leur numéro et à s'envoyer des SMS. Et donc, finalement, une relation de travail ne devient pas naturellement une relation plus personnelle, que ça dépend de facteurs parfois complètement difficiles à identifier, difficiles à qualifier, et qui a finalement une sorte d'inconnu autour de ce qui fait la relation de travail et sa richesse. Et il y a notamment un pot de départ d'un salarié qui est relaté, puisqu'on ne voit pas l'action, on ne voit pas l'événement, mais on voit les interrogations qui vont avec pour Mélissa comme Eric, sur le fait que le cadeau qui a été offert à ce salarié semble complètement décalé et semble témoigner du fait qu'on ne connaît pas en fait vraiment ses goûts, et donc que visiblement personne dans l'entreprise ne s'est jamais rapproché de cette personne et ne s'est jamais soucié de ce qu'elle appréciait réellement. Et alors même que, c'est une phrase qu'on a pu souvent entendre parfois dans nos vies, hein, 30 ans de boîte, depuis aussi longtemps, voilà, personne ne sait ce qu'il aime vraiment, personne ne sait ce qu'il est vraiment dans la vie. Et donc, finalement, on a cette diversité des types de relations et qui peuvent parfois avoir un impact sur le travail, puisque c'est ce qu'on entend dans le dernier épisode de la saison 1, qui est commenté ensuite par le comédien en dernier épisode de la saison 2. Les échanges informels intimes, puisque la relation entre Eric et Mélissa finalement va tourner à quelque chose de personnel, peuvent aussi parfois permettre de résoudre des problèmes professionnels. Le dernier épisode de la saison 1 est vraiment fondé
autour déjà de la montée en assurance, en confiance de Mélissa, dont on comprend un peu que visiblement peut-être, enfin je vais essayer de pas trop en dire, elle resterait dans l'entreprise, car en tout cas après des moments un peu difficiles, elle a exprimé et obtenu le fait de pouvoir continuer dans l'entreprise et qui a des informations qui lui permettent d'inviter Eric à prendre une initiative qui permettrait d'avancer plus facilement dans un projet, d'être plus efficace, de contribuer au développement de l'entreprise. Et ça en vraiment quelques petites minutes informelles de transition entre la porte du bureau et l'arrêt de bus ou la terrasse. Euh, et donc, au final, quelque part, en fait, tout ce que nous dit la série, c'est que ça rejoint encore un peu ce que je signalais sur les propos de Béatrice Fracchiola, c'est qu'on pourrait presque dire il n'y a pas d'autre activité, il n'y a pas d'autre action que le langage. Alors évidemment, c'est pas vrai, hein. Il y a aussi la technique, il y a aussi tout ce qui va faire que on a des images qui nous viennent, que on comprend peut-être en creux que on est dans une entreprise de technologie où il y a des déploiements, où c'est peut-être de l'informatique, mais en tout cas concrètement, il y a quelque chose qui sort. On n'est pas dans une entreprise uniquement du tertiaire. Il y a des activités qui doivent être menées, des prestations qui doivent être mises en place, mais que le langage, enfin, voilà, l'échange de mots est le cœur, en fait, et l'essentiel de ce qui se fait dans le travail. Bon, ça nous parle évidemment éminemment en tant qu'enseignant enseignant ou enseignant-chercheur, mais c'est le cas de façon plus large également pour des métiers du, euh, du secondaire et du secteur primaire. En fait, avant de faire les choses, il y a toujours un moment où on les élabore, où on les nomme et, euh, et où la façon de les nommer a des conséquences sur la façon dont on va les mettre en œuvre. Claire, pour continuer justement sur cette thématique très intéressante qui est votre spécialité, on l'a dit, hein, du travail, est-ce que vous pourriez nous parler peut-être un peu plus précisément aussi de cette saison 2 où il y a une certaine mise en abîme fictionnelle hein, je dirais des rôles des comédiens justement qui renvoient directement avec la réalité. On a une prise peut-être beaucoup plus directe avec ce qu'est la réalité du métier. Oui, alors c'est exactement, enfin voilà, la saison 2 est construite sur cette mise en abîme fictionnelle de donner à voir des comédiens qui joueraient les rôles qu'on connaît, puisqu'on a vu la saison 1 normalement, et c'est mieux quand même. Et tout en n'utilisant pas, ça aurait pu être une façon de faire aussi, hein, d'utiliser ce qui est fait dans 10%, c'est-à-dire que les personnages portent le nom du comédien ou de la comédienne qui les incarne. Mais non, là, en fait, on a Pauline Etienne et Nicolas Grandhomme qui s'appellent Arnaud et Judith, personnages de comédiens, qui jouent Eric et Mélissa. Donc, le spectateur sait que Arnaud et Judith sont joués par des comédiens qui eux-mêmes connaissent le métier de comédien, naturellement. Mais tout en sachant que c'est une fiction et donc que ce qui est mis dans la bouche de Arnaud et Judith n'est pas forcément ce que pensent et ce que sont, naturellement, Pauline et Nicolas dans la vraie vie. Néanmoins, quand on les entend jouer, euh, euh, enfin parler du métier de comédien dans leur rôle, on se dit naturellement qu'il y a une forme de réalité et de vérité qui est plus criante que ça ne le serait si c'était d'ailleurs des non-comédiens, hein, puisque ça arrive aussi dans certaines productions audiovisuelles qu'on assume le fait de faire jouer des non-comédiens. Je vais prendre un exemple dont j'ai déjà parlé, dans Hippocrate, Thomas Dilty mobilise des soignants qu'il connaît, soit parfois uniquement comme conseil, mais aussi pour jouer réellement et jouer avec les comédiens. Mais là, ce n'est pas le cas. Là, on sait que ce sont des comédiens qui jouent des comédiens, et donc on se dit naturellement qu'il y a une forme de réalité forte qui ressort des dialogues, d'autant que les créateurs et réalisateurs l'assument en disant qu'il y a bien des situations qui sont en saison 2 et qui viennent de situations vécues et qu'ils ont utilisé du matériel qui était utilisé en saison 1 et donc il y a vraiment une mise en abîme extrêmement forte. Cette mise en abîme, elle est particulièrement poussée dans le tout dernier épisode de la saison 2 puisque c'est un épisode de commentaires
enfin, je ne sais plus si c'est exactement le terme qui est utilisé, mais dans les DVD en fait, des séries ou des films, il y a parfois cet exercice où il est demandé en fait, à un comédien, un réalisateur, enfin, quelqu'un qui a contribué à la production, euh, de, de commenter, de regarder le film et la saison ou la série, et de commenter, de dire des choses sur ce à quoi ça renvoyait dans la réalité. Et donc, ce dernier épisode, il est construit là-dessus, avec un petit retournement de fin d'épisode. Et donc, on a Arnaud, joué par Nicolas, qui évoque cette fameuse, j'en parlais tout à l'heure, cette fameuse douleur physique de, de la comédienne parce qu'ils avaient marché X kilomètres ce jour-là et qu'il faisait extrêmement chaud. Donc des éléments qu'on ne voit pas, qu'on ne voit pas à l'image et qui font partie du métier, comme je le disais tout à l'heure. Et, euh, et il évoque aussi le fait que Mélissa, alors attendez, là je vais peut-être me tromper, c'est Judith, voilà, c'est ça, Judith, la comédienne qui joue Mélissa, aurait fait changer un nom dans le script pour faire une référence à sa vie personnelle, sachant qu'on apprend dans sa vie personnelle que qu'il s'est passé quelque chose par rapport à son père, et donc elle a voulu mettre le nom de l'entreprise pour laquelle son père a travaillé pendant des années dans un dialogue. Donc, qui aurait une place en fait, de l'intime euh, dans le, euh, dans le travail, sous une forme d'hommage, hein, finalement. Euh, et que cette classe-là, donc, elle est signalée par le partenaire, hein, par l'autre comédien, au cours de ce commentaire. Euh, Autre chose dans la mise en abîme, puisque comme je l'ai dit, moi, c'est évidemment le travail qui m'a attiré l'œil, mais les deux saisons, elles sont autour de la question du couple, de la construction ou de la déconstruction du couple. Là, je sais que j'ai réussi à ne pas en dire trop, euh, et ça tombe bien, puisque c'est vraiment le cœur de la série. Et autour de cette question du couple, il y a aussi une mise en abîme qui est signalée plutôt en saison 1, mais qu'on voit aussi en saison 2, sur les apparences et la réalité. Et que finalement, à un moment donné, donc c'est Mélissa qui raconte qu'elle avait un couple d'amis qui paraissait aller extrêmement bien. Et en fait, ils ont appris enfin, les amis ont appris que ça n'allait pas du tout. Et ils se sont dit, mais en fait, ils jouaient la comédie. Et donc, cette question de la scène sociale, en fait, des apparences qu'on peut vouloir donner individuellement ou en tant qu'individu, enfin, que couple construit, et du change qu'on peut vouloir donner, de l'image qu'on peut vouloir donner, et donc du jeu, finalement. Donc, le fameux jeu qui est celui des comédiens, mais qui deviendrait celui des individus, y compris dans leur vie personnelle, auprès des amis. Cette question, en fait, elle soulève presque la question de quel travail est-ce qu'on fait socialement, intimement, pour être parfois autre chose que ce qu'on est, alors que, et je pense que c'est un peu ce que veut nous dire, enfin, ce que veulent nous dire les créateurs de la série, alors que se livrer dans le respect, dans le souci donné, apporté à la justesse des mots qu'on utilise, euh, donc se montrer, échanger réellement, essayer d'être authentique, serait sans doute beaucoup plus. J'utilise beaucoup le mot d'efficacité. C'est vrai il peut être perçu de façon assez péjorative, mais en tout cas que pour être bien avec les autres, être bien en société, être bien dans le travail. euh, Valoriser la place d'une parole authentique et respectueuse des uns et des autres euh, permettrait sans doute d'atteindre cet objectif de façon plus évidente que le fait de masquer, de cacher et, euh, et, euh, et d'être dans soit le déni, soit l'invisibilisation, soit la volonté de, de, de masquer les choses. C'est une question qui revient de façon assez récurrente. On rend compte en fait dans la saison 2 autour de est-ce que toutes les vérités sont bonnes à dire, comment dire les choses à quelqu'un sans le blesser. Euh, et ça résonne évidemment puisque c'est les mêmes créateurs et les mêmes réalisateurs avec un propos qui est tenu au début de la saison 1 sur le fait que bien mentir, c'est une question de respect. Donc, je ne suis pas en train de dire en disant parole authentique qu'il faut tout le temps dire toute la vérité, mais qu'en tout cas, il faut tout le temps se poser cette question de pourquoi est-ce que je ne le dis pas et quel est l'objectif recherché en ne disant pas certaines choses ou en disant des choses qui ne sont pas totalement vraies.
et de quelle manière est-ce que c'est fait pour réellement atteindre l'objectif ou ce qu'on cherche ou pas. En guise de conclusion, Claire Hédet, on en arrive au bout de cette émission. Qu'est-ce que nos auditeurs et auditrices doivent retenir de cette web-série? On l'aura compris, hein, déjà, premièrement, d'aller la regarder. Et elle est disponible jusqu'à la fin du mois de mai, vous l'avez dit, 2023, sur le site internet et la plateforme arte.tv. Mais peut-être 2, 3 idées pour leur donner envie, Claire. Alors, la première idée, c'est celle que j'ai pas développée. C'est d'abord, c'est une très belle histoire sentimentale, mais relativement courte, avec des rebondissements. Donc, voilà, je vais le faire en teasing, enfin, voilà, pour donner envie de regarder le côté, on va dire, plaisant. Ensuite, une série qui valorise quelque chose, voilà, de reconnu, pas qu'aujourd'hui, hein, au commencement était le verbe. On sait que, enfin voilà, les échanges, la parole, ce qu'on se dit, c'est crucial, c'est essentiel pour faire société, pour construire du lien et pour se construire soi intimement, mais aussi dans le travail. Et puis, bah, je finirai sur ce qui est au cœur, enfin les deux aspects hein, qui sont au cœur de mes préoccupations de recherche, la question du lien, de l'implication dans le travail, de ce qu'on y construit pour soi et avec les autres. Donc, pourquoi est-ce qu'on se sent bien dans une organisation, qu'on veut continuer à être lié à un collectif ou pas? Et enfin, la question de la qualité du travail et de la façon dont elle s'articule avec la façon dont on est capable d'en parler, d'en dire des choses, de reconnaître la place des uns et des autres dans une organisation et dans ce qui se fait au travail. Donc, autant de questions qui me semblent essentielles, hein, puisque bon, le cœur, c'est quand même la relation amoureuse. Alors, on pourrait critiquer d'ailleurs hein, dans une vision très cis hétéronormé, hein, c'est un homme, une femme, la femme plus jeune, l'homme plus âgé, euh, donc quelque chose qui n'a rien de nouveau là pour le coup dans les fictions, mais mis en scène autour de cette question du travail et du hors-travail, des espaces informels, et qui montre bien en très peu de temps, ça je le souligne encore, en très peu de temps, très peu de moyens, mais de façon très, je vais encore le dire, efficace, très et sensible, qui montre bien l'importance de cette question de la parole, des échanges, de la capacité aussi à s'opposer, à assumer du conflit, à être en désaccord, et malgré tout, à continuer d'essayer de construire ensemble. Merci beaucoup Claire Hédet pour l'évocation de cette série 18h30, on le dit, on le redit, une superbe web série disponible sur arte.tv, vous l'avez dit, hein, 22 épisodes, mais on regarde ça en quasiment moins de 2 heures, donc c'est aussi quelque chose que l'on peut quasiment, j'allais dire, binge-watcher, et qui permet d'avoir une certaine vision, vous l'avez dit, à la fois du monde du travail, mais aussi des relations amoureuses, et c'est quelque chose de très très intéressant, justement, parce que c'est très très ramassé de par son format. Alors vous avez fourni une bibliographie indicative que l'on retrouve comme toujours sur notre site internet histoireensérie.com. Et puis Claire, on rappelle, on l'a dit à l'introduction, hein, vous faites partie des showrunners je pense qu'il sera un des gros événements universitaires sur le domaine des séries de ce début d'année 2023. C'est le colloque Management en série qui se déroulera à la fin du mois de mars 2023 et dont on reparlera bien sûr et dont on diffusera des interventions dans Histoire en série. Merci beaucoup Claire et à bientôt. Merci Nicolas, au revoir. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. To the constellations
beautiful planet populated by a strangely animals. Unless I missed again, you